Je vous propose maintenant de zoomer donc sur un territoire de Bourgogne-Franche-Comté, donc plus précisément sur le Grand Besançon et la communauté de communes d'Oubaumois, avec tout d'abord donc Anne-Cécile Clure et Fleur Coutret. Donc je vous laisse vous présenter. Bonjour, Anne-Cécile Clure. Moi, je travaille à Grand Besançon Métropole. Je suis en charge de l'animation du plan climat, de la mobilisation des acteurs socio-économiques sur les enjeux climatiques. Et donc, la question de la lutte contre la précarité énergétique est un de mes domaines d'entrée, mais pas du tout le seul. Donc, bonjour à tous, donc Fleur Coutret, donc moi je suis chargée d'animation territoire à énergie positive, donc à la communauté de communes d'Oubaumois, donc c'est le territoire limitrophe à Grand Besançon Métropole. Voilà. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Alors, nous allons vous présenter ensemble une démarche qu'on a conduite pendant plusieurs mois dans le cadre d'un partenariat qu'on avait ensemble, parce qu'on avait été lauréats ensemble, nos territoires, territoires à énergie positive. Et du coup, l'idée était d'articuler cette question qui se pose à nous sur le repérage des ménages en situation de précarité énergétique, de l'articuler dans un travail avec un territoire qui est, on va dire, plus urbain et puis un autre qui est finalement plus rural, sachant que cette question, y compris pour Grand Besançon Métropole, se pose de façon accrue sur le territoire rural, puisque si la précarité existe aussi en territoire urbain, le repérage est encore plus complexe en territoire rural. Alors peut-être préciser donc que nous avons conduit cette démarche, qui est une démarche participative et créative à partir de design des politiques publiques. Alors on l'a créé dans le cadre qui est celui d'une collectivité avec un marché en amont. Et donc, on a pu y travailler en étant accompagné par DTA, qui est donc un prestataire qui travaille avec ces questions de design des politiques publiques, également qui s'était associé l'expertise de Solibri. Donc, Aurélien Breuil a travaillé avec nous pour avoir un ancrage, on va dire, théorique, et avec un retour sur des expériences également, puisque DTA, en tant que designer, a plutôt une approche généraliste. Et puis, c'était également associé l'expertise de l'association Julienne Javel, qui apportait là à la fois son expertise de terrain et son savoir-faire de terrain, mais aussi tout le réseau d'acteurs qu'il pouvait avoir dans ses contacts au quotidien. Alors, peut-être un retour sur ce contexte général. Donc, je vous disais, cette démarche, elle nous a permis de questionner la précarité énergétique et notamment le repérage de cette précarité énergétique en milieu rural et d'organiser un dispositif partenarial à la fois pour le repérage et l'accompagnement des ménages en situation de précarité énergétique. Je trouve que ça fait vraiment, enfin, la suite avec ce qu'a présenté Aurélien est finalement cool de source. Dans notre réflexion, au départ, se posaient plusieurs questions. La question, effectivement, de la non-visibilité d'un certain nombre de ménages, ou en tout cas de leur non-recours, et du coup, de comment faire pour arriver à ce qu'ils puissent se manifester. Également, lié à cette invisibilité, la question aussi du secret qui se pose notamment chez les professionnels de santé, qui pourraient être des points d'appui intéressants, mais d'autres professionnels également. Et du coup, de cette idée de se dire, on ne veut pas montrer du doigt, etc. Mais en même temps, comment faire pour que les ménages en difficulté puissent accéder à des droits. Se poser également la question de la transversalité. Aurélien a mis en avant à la fois l'approche technique et l'approche sociale. Et on se rend bien compte que vous avez pu voir d'ailleurs aussi dans le réseau de détecteurs une grande diversité d'acteurs. Et donc, on a à la fois une multiplicité d'approches en termes de disciplines et une diversité d'acteurs. Et donc, c'est un système qui est vraiment très complexe sur un territoire et qui était rendu encore plus complexe par la question de la dispersion des acteurs et du coup de la difficulté à repérer ces ménages encore plus grands en milieu rural. Donc voilà l'origine de cette démarche et nous sommes arrivés à cette approche avec le design en se disant c'est trop compliqué,
On est vraiment dans une question d'écosystème, on est dans une question vraiment très transversale et il nous faut absolument retourner au cœur du système, là où est l'usager, pour essayer de partir de lui et du réseau d'acteurs et des acteurs en proximité pour essayer de construire ensemble et voir comment on peut démonter finalement cette complexité et aller au cœur du système. On va partir avec une approche, on va vous proposer un tout petit jeu pour que vous sentiez ce qu'on a fait ensemble. Je laisse la parole à Fleur. Donc voilà, on va vous mettre au cœur de l'action, nous, quand on a démarré avec Anne-Cécile. Donc voilà, je vous propose de vous mettre dans la peau d'une équipe de designers et d'imaginer donc que certains habitants donc, semblent vivre la précarité énergétique au quotidien, mais voilà, celle-ci apparaît de manière diffuse. On voit bien qu'il y a de multiples acteurs qui touchent du doigt ces situations, mais qui ne se rencontrent pas ou peu. Donc, votre mission est, donc, pour approcher les usagers, vous devez préparer un atelier de rencontre entre les différents acteurs. Donc, à qui pensez-vous? Donc voilà, je vous laisse peut-être une petite minute pour réfléchir. Voilà, n'hésitez pas à soit lever la main pour prendre la parole directement ou par le chat pour nous proposer, pour nous faire des propositions. Anne-Cécile, je te laisse peut-être faire déjà. Je vois ce qui apparaît. Donc, vous nous parlez de travailleurs sociaux, vous nous parlez d'aide à domicile, vous nous parlez également des conseillers techniques, ADIL, vous parlez de l'ADEME, d'associations caritatives, associations de quartier. Vous parlez des équipes de l'association Julienne Javel qui interviennent auprès des ménages, des élus, des bailleurs sociaux, du FSL, plus largement des associations locales, services techniques des villes. Alors, quand on est dans des communes en rural, ça va être encore un peu plus compliqué. Des commerçants aussi, oui, des commerçants, effectivement. Les maires des communes, vous avez parlé des élus déjà tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a une grande diversité, professionnels de la santé également, facteurs, la poste, pourquoi pas. Par vos échanges, il y a les premiers auxquels on pense tout de suite, l'énergie, le social. Vous voyez que très rapidement derrière, on a les élus, avec la proximité avec le terrain aussi, des associations. Et puis, on voit apparaître d'autres acteurs. Vous avez évoqué forcément la santé, mais aussi les commerçants, les voisins. On voit que les portes d'entrée sont nombreuses. Alors, ce travail que vous êtes en train de réaliser, ce questionnement collectif, vous parlez des associations d'usagers, on l'a fait également, nous. C'était la première rencontre qu'on a faite avec les professionnels de notre territoire. C'est comme ça qu'on a démarré. Je vous remercie pour ce premier échange. Vous voyez que collectivement, si vous aviez été sur notre territoire, vous auriez eu de la matière à apporter, et notamment de la matière à apporter sur cette première carte. Fleur ? Oui, donc dans l'idée, lors de la première rencontre, donc oui, on essaie de cartographier tous les acteurs et de les classer notamment selon donc les différentes catégories, donc dont celles que vous avez citées, donc les acteurs politiques, les acteurs plutôt de l'énergie, du logement, de l'environnement, de la technique, du social, mais voilà aussi d'aller plus loin et d'identifier ceux provenant du bricolage, de la mobilité, voilà toutes les associations aussi qui pouvaient être vraiment en contact direct avec des personnes en situation de précarité énergétique. Donc, est bien de faire la distinction entre les acteurs qui étaient en contact de manière plutôt formelle, donc le social, je pense notamment au champ du social, mais aussi tous les acteurs qui étaient en contact de façon informelle, donc les commerçants et toutes les associations. Donc, nous, on partait de l'hypothèse que tous ces différents types d'acteurs, ils pouvaient être des pivots, enfin nous être des pivots dans l'action de repérage. Donc voilà, c'était le premier point. Donc une fois qu'on a fait cette première, entre guillemets, un premier état de connaissance des acteurs, on est passé à
à la détermination, pardon, j'ai un peu de mal avec le diaporama, à définir une zone géographique parce que comme Anne-Cécile l'a dit, on était deux collectivités dans cette expérimentation. Donc nous, on est 58 communes et Grand Besançon Métropole, je pense 70. Donc l'idée, c'était pas d'agir sur l'ensemble du territoire, mais de déterminer une zone géographique. Donc nous, on a choisi une commune qui est en fait à la limite des deux intercommunalités. Donc, c'était la commune de Roulan. Donc, c'est une commune d'environ un peu plus de 1000 habitants avec voilà, quelques commerces, tabac, presse, une pharmacie, une boulangerie, voilà, une petite maison de santé dans l'optique de se dire, voilà, on part pas non plus d'une petite commune où il y a aucun service, etc., quoi. Donc, voilà. Peut-être on peut ajouter juste un instant, Fleur. On peut ajouter effectivement, donc ce premier atelier a eu lieu au printemps 2018 avec un certain nombre d'acteurs qui étaient donc à nos côtés. Vous les voyez pour certains mentionnés ici. Je voudrais juste préciser qu'il y avait donc un point fort qui existait déjà sur notre territoire et vous en aurez tout à l'heure quelques éléments en complément. C'est qu'il existait déjà un SLIM justement sur la ville-centre de Besançon. Et donc pour nous, c'était aussi un point d'appui possible que d'avoir ce SLIM et de travailler en lien avec ce SLIM, quitte à avoir ce qu'on pouvait faire par ailleurs en milieu rural. Donc, premier atelier au printemps. Alors, cette démarche de design de service, c'est une démarche très particulière. Je vous disais qu'on y est arrivé parce qu'on trouvait que le système était tellement complexe que ça nous semblait nécessaire de déconstruire cette façon de fonctionner. Et donc, il nous semblait nécessaire de comprendre cette complexité, de concevoir avec les usagers et avec les acteurs, travailler vraiment à de la co-construction. Ça fait partie des éléments de design de service qui sont définis au départ. Et puis, de tester. Tester, ça veut dire partir aussi de ce qui est proposé sur le terrain pour proposer un test concret à partir de prototypage. Ce que font les designers sur des objets, mais qui peuvent aussi faire sur des services. Et du coup, l'idée était de partir d'un défi. Vous voyez cette petite pelote là, bien compliquée au départ. On a une question qui se pose. C'est vraiment complexe. Et puis tout d'un coup, sur le terrain, ça commence à se démêler tout doucement. Il y a un temps d'immersion où là, vous voyez de nouveau une jolie boucle, où là, il y a encore quelque chose qui est bien complété, qui est encore peu compliqué. Il y a une approche avec les designers qui est une approche très concrète parce qu'il y a du dessin, il y a quelque chose de collectif où il y a la recherche de nouvelles idées avec des séances de créativité, il y a du maquettage. Et puis, il y a ce temps de test sur le terrain qui nous permet de développer, de tester des premiers services et d'avoir des échanges avec les utilisateurs pour ensuite de travailler à une échelle plus large. Donc, en fait, l'idée du prototypage et du design de service, c'est un petit peu comme si vous montiez dans un Airbus sans avoir jamais fait de test au sol, tout le monde serait affolé. Et en fait, sur les politiques publiques, on se rend compte que souvent, ça peut être le cas. C'est-à-dire qu'on lance une politique, puis après, on se dit, c'est bizarre, il y a des problèmes. Oui, il y a des problèmes parce qu'on n'a pas forcément fait les tests. Donc, l'idée, là, c'est d'être en amont, de travailler avec les usagers, de travailler avec les relais, et puis d'affiner le test pour, quand on commence à le mettre en place, essayer d'avoir le moins de problèmes sur le terrain. Donc, nos objectifs, c'était, Fleur, je veux bien la diapo suivante. Pardon. Nos objectifs, c'était de construire cette intelligence collective sur le terrain pour arriver à apporter de nouvelles réponses, mais de le faire en lien avec les acteurs de terrain. De coordonner les efforts de repérage entre les différents acteurs, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a une diversité d'acteurs qui étaient déjà là, mais qu'on voyait bien qu'il y avait une dispersion des énergies et que du coup, ça semblait vraiment dommage, cette perte d'énergie qu'on avait entre nous, et pour arriver à répondre aux besoins des personnes dans la précarité énergétique. Et donc, cette nécessité, c'était pour nous en même temps de faire émerger cette communauté de personnes qui étaient impliquées sur cette problématique et de faire converger les actions pour être simplement plus efficaces ensemble et répondre aux besoins sur le territoire. Donc, première phase, donc je vous disais printemps 2018, premier atelier juillet 2018, donc début d'été 2018.
Donc voilà, pour ce premier atelier, pour la stratégie de repérage, donc on avait continué avec les premiers participants de la première rencontre et via la première, entre guillemets, cartographie des acteurs et puis l'identification de la zone. Voilà, on avait identifié des nouveaux, donc on les a conviés à cette séance. Ce que je peux dire de plus, c'est que voilà, on a essayé la définition, d'avoir une définition commune de la précarité énergétique, parce que c'est vrai que en fonction de votre fonction, on voit que les définitions, enfin les ressentis entre guillemets sont pas les mêmes. Pour certains, c'est voilà des difficultés des ménages pour se chauffer, pour se déplacer, s'alimenter, subvenir à ses besoins élémentaires. D'autres, c'est voilà, c'est lié au surendettement, aux problèmes de gestion de budget, voilà, un logement qui est une passage énergétique. Donc, l'idée, voilà, c'était d'ouvrir tous les champs du possible de la précarité énergétique et essayer d'avoir un langage commun. Donc, le deuxième travail, c'était aussi de continuer cette cartographie d'acteurs. Donc, où étaient situés les acteurs, voilà, autour du lieu d'expérimentation. Donc, voilà, c'est vrai qu'avec le design de service, on travaille beaucoup avec, comme le disait Anne-Cécile, avec des cartes, des outils qui permettent aussi d'avancer peut-être plus facilement, quoi. Et un troisième temps était consacré à imaginer de nouvelles solutions de repérage. Donc, c'était aussi un temps créatif. Donc, voilà, on était par petits groupes et c'était à l'aide d'un jeu de cartes. Donc, il y avait trois cartes. Donc, on piochait une carte acteur, une carte outil à l'appui et une carte profil de personnes en situation de précarité énergétique. Et avec ces trois cartes, voilà, l'idée, c'était d'imaginer un scénario et voir si on pouvait imaginer ensemble des solutions de nouvelles solutions de repérage, quoi. Alors, à la suite de cet atelier, donc à cet atelier, on avait, donc au tout début, on avait une quinzaine de personnes, en plus de l'équipe, on va dire, au cœur du projet. Et puis, à cette deuxième rencontre, on avait déjà une quarantaine de personnes. Et a suivi cette rencontre créative 3 jours d'immersion. C'est finalement le cœur de l'expérimentation, avec l'idée de vraiment partir du terrain, de retourner au terrain en tout cas, avec une approche qui pourrait s'approcher peut-être de celle d'un sociologue, d'un ethnologue qui va sur le terrain, et en même temps au croisement de celle d'un designer qui va être sur le concret et qui va partir des pratiques, des usages. Et donc, on est parti sur le terrain avec deux designers, avec des gens de Juliette Javel, et puis avec l'accompagnement aussi de la personne qui était Slim sur notre territoire, et Fleur et moi, bien évidemment. Et l'idée, c'était d'aller là sur la proximité avec les acteurs chez eux, en allant les rencontrer. Donc, vous pouvez voir qu'on a rencontré une diversité d'acteurs, que ce soit dans le domaine du social, on allait voir des gens dans un magasin de bricolage, des associations locales, des acteurs de la santé, de la sécurité. On n'imagine pas forcément aller voir les pompiers, mais les pompiers peuvent être des intermédiaires intéressants puisqu'ils sont aussi en proximité et entrent dans les ménages quand il y a des soucis en particulier. Des acteurs de l'éducation et puis des bénéficiaires en direct aussi, rencontrés par l'intermédiaire notamment de Juliette Javel. Donc, ça a permis, on peut poursuivre, donc ça a permis donc d'avoir des rencontres soit avec une personne, soit avec un petit groupe de personnes. Et ben là, par exemple, cette rencontre avec le proviseur et l'équipe du collège, mais en même temps avec une association du village de Roulan, qui mettait en avant finalement le fait que les professionnels de l'éducation connaissent en fait bien les familles, mais en même temps, pour eux, c'est compliqué parce qu'il y a cette question du secret et qu'ils ne veulent pas nuire non plus aux élèves. Et du coup, la question, c'était comment on arrive à passer ce cap du secret, quoi. Également,
Donc là, c'était vraiment plus ce petit groupe, rencontre d'acteurs, où là, l'idée, c'était aussi d'aller en proximité chez les usagers et de faire remontrer des témoignages concrets, d'aller voir au domicile et de se rendre compte de ce que c'était aussi que la réalité, et partager avec les designers, de la réalité de la précarité énergétique, le fait d'avoir froid en hiver, de devoir voilà, mettre des couvertures, d'être en difficulté par rapport à la problématique énergétique et ce que ça représente dans le quotidien. Je parlais tout à l'heure de Weldom, le magasin de bricolage. Donc là, une rencontre avec le directeur qui avait une grande proximité aussi avec ses clients et qui disait, mais moi, mon objectif, c'est pas qu'ils viennent forcément… moi, je ne veux pas leur vendre du Kerdan. Mon objectif, c'est plutôt de les accompagner. Et si on peut améliorer la qualité de l'habitat et le fait qu'ils ne s'endettent pas, c'est mieux pour tout le monde. Donc là, on a trouvé auprès de ce commerçant finalement un vrai angle d'entrée. Et derrière, il a pu nous accompagner aussi pour les tests. Je ne dis pas, mais il y avait également bien sûr les Restos du Cœur qui ont été rencontrés. Enfin, j'ai mentionné tout à l'heure une diversité d'acteurs. Et dans cette proximité, avec 2 équipes finalement qui sont allées les rencontrer, on a pu construire des scénarios de réponse. Et ces scénarios de réponse ont été mis en débat lors d'une soirée de partage. Donc, c'est vrai qu'à la suite de ces deux jours d'immersion, 3 jours, voilà, chacune des équipes avait quand même emmagasiné pas mal d'informations. Donc, voilà, l'idée, c'était de dire un peu tout ce qui, faire une rencontre à chaud, de partager ensemble tout ce qui s'était un peu dit pendant ces journées d'immersion et de synthétiser voilà les échanges. Donc c'est vrai que on a pu à la suite de ces 3 jours d'immersion mettre en place un cahier de scénarios avec à peu près une dizaine de pistes d'action possible à tester. Après, dans l'idée, voilà, le lendemain, on est passé à la phase pratique, c'est de se dire aussi qu'on avait un cahier de scénario avec 10 pistes d'action. L'objectif, c'était pas non plus de tous les tester parce qu'on n'aurait pas le temps. Donc, de prioriser les scénarios à tester ensemble et via des fiches actions, donc très concrètes, voilà, imaginer ces scénarios et se dire, bon, bah voilà, sous quel format, quel besoin matériel, avec quelle… Intégration sensorimotrice primordiale, IMP. Je vous remercie de couper vos micros pour ceux qui n'interviennent pas. Donc, je disais, voilà, une fois qu'on a priorisé les scénarios, voilà, on a réalisé des fiches actions, justement, voilà, très concrètes pour le test et être opérationnel. Donc, je vais laisser Anne-Cécile présenter les actions qui ont été retenues et qui ont été testées en grandeur nature, donc durant la période du 17 janvier au 14 mars 2018. Donc, il nous a fallu 3 mois entre le moment où on a réalisé du coup ces choix. Pardon ? On a réalisé ces choix d'action pour le test et le moment où on les a mis en œuvre. Donc, le 17 janvier, on est allé installer tous ces tests sur le territoire. Et donc, on a commencé par une campagne d'affichage un petit peu décalé. Vous pouvez la voir derrière les bouteilles de Kerdan où l'idée, c'était vraiment d'alerter sur les ménages directement, sur le fait d'avoir froid, sur le fait d'avoir peut-être des moisissures sur des murs, donc des choses très concrètes et qui permettent tout à fait de déculpabiliser, de se rendre compte que oui, c'est comme ça chez moi, effectivement. Donc dans le magasin de bricolage, mais aussi à la gare, on l'a mise dans divers lieux pour essayer de tester. On a également testé cette campagne de communication avec des témoignages audio et vidéo qu'on avait réalisés, donc on a fait réaliser dans l'idée de travailler avec une pratique très empathique. L'idée, c'était que les ménages qui entendraient ces témoignages puissent se dire, effectivement, moi aussi, je suis dans ce cas-là et je n'ai pas à culpabiliser. Au contraire, si je suis dans ce cas-là, j'ai aussi un numéro. Et le numéro, c'était le numéro d'appel qui était à Julienne Javel. Et l'idée, c'était de se dire, derrière, il y a un suivi possible.
Donc, une cabine d'écoute qui a été mise à l'association des Restos du Cœur, dans le magasin de bricolage et dans un cabinet médical, donc magasin de bricolage à Baume-les-Dames, à côté, petite ville-centre, petit bourg-centre, et puis dans le cabinet médical à Roulan-même, dans le village. Donc là, plutôt une version vidéo avec un petit film encore plus concis, mais qui permettait de mettre en avant les difficultés rencontrées par les ménages et de terminer par le numéro à appeler. Donc ça, c'est quelques contacts, mais bien sûr, d'autres professionnels étaient des relais. Et l'idée, c'était en même temps de tester un format de fiche diagnostic. Ça a été évoqué tout à l'heure par Aurélien, de fiche pour un réseau de donneurs d'alerte. Et l'idée, c'était que derrière, ce réseau de donneurs d'alerte on puisse le tester et voir si cette fiche fonctionnait comme un autodiagnostic du ménage, un autodiagnostic soit seul, soit accompagné par des professionnels. Et dans le même temps, nous avons testé également la mise en place d'un réseau de professionnels avec un questionnaire que nous avons proposé à ce réseau qui est large. C'est un réseau de l'énergie, du social, mais qui est finalement très large et qui inclut aussi des acteurs un peu plus larges que ceux qu'on imagine au départ, et avec l'idée qu'il puisse y avoir, si besoin, derrière un accompagnement individuel avec quelques appels qui ont été passés et derrière lequel répondait Julienne Javel. Puisque le SLIM, je parlais tout à l'heure du SLIM, l'idée c'était de tester ce système de SLIM à une échelle plus large que celui de la ville de Besançon. Mais à ce moment-là, la ville de Besançon, le SLIM était centré sur la ville-centre uniquement. Donc, nous sommes arrivés finalement à une démarche que nous vous présentons là, que vous pourrez récupérer d'ailleurs si ça vous intéresse, avec tout un temps de détection. Un temps de détection qui s'appuie donc sur un système de communication avec ces capsules audio-vidéo, ces affiches et flyers, de façon un peu informelle, un peu différente que ce qu'on peut faire de façon institutionnelle. L'idée, c'est que ce repérage se fasse, vous voyez en haut à gauche, tout un réseau de donneurs d'alerte. Et l'idée, c'est donc de mettre en mouvement ces donneurs d'alerte de façon à ce qu'ils ne trahissent pas ce qu'ils estiment être le secret, mais qu'en revanche, ils puissent passer le relais à un premier contact qui était opéré par l'association Julienne Javel et qui peut être aujourd'hui porté par le SLIM. Et tout ça pouvait se faire avec, vous voyez tout en haut, à droite, un réseau de professionnels, sachant qu'il était nécessaire pour animer tout ce système qu'il y ait un animateur de réseau qui puisse à la fois coordonner l'animateur le réseau de donneurs d'alerte et le réseau de professionnels techniques et sociaux. Tout ça en lien avec le diagnostic à domicile qui pouvait être apporté par Julienne Javel en lien avec le SLIM, ce qu'on avait appelé le SLIM du Doubs central, puisque c'était centralisé à cet endroit-là, avec derrière l'orientation et avec un premier accompagnement possible. Ça nous semblait intéressant de pouvoir tester tous ces outils, mais ça nous semblait aussi absolument indispensable de pouvoir d'ores et déjà, même dans une expérimentation, pouvoir apporter un premier niveau de réponse aux ménages qui étaient en demande. Je vois le temps qui file, on va vous présenter d'ores et déjà les bénéfices de cette expérimentation. Donc voilà, pour les usagers, vraiment, c'était de partir et de prendre en compte leurs pratiques et leurs besoins, et aussi de créer justement de la connexion avec ce type de public qui était éloigné, quoi. Pour les bénéfices concernant la collectivité, justement démêler des situations complexes en faisant appel à des méthodes créatives et sensibles, donc le design. C'est vrai que nous, avec Anne-Cécile, quand on a pris cette action en main, voilà, nous, on n'est ni experte de la précarité, du social, donc on s'est dit, voilà, comment essayer de travailler de façon, comment je pourrais dire, de façon, c'est pas correct, mais sur cette question-là, quoi.
Et l'idée aussi, c'était aussi de décloisonner les différentes approches énergie sociale. On voit que chaque typologie d'acteurs travaille sur cette question, mais pas forcément de façon coordonnée et décloisonnée. Donc, c'était aussi faire croiser leurs regards. Mais c'était aussi de s'appuyer sur leur regard d'experts et d'aller, voilà, comme on le disait, se rapprocher du terrain et d'aller en proximité de ces acteurs. Et plus globalement, c'est de créer de l'intelligence territoriale et une nouvelle dynamique sur le territoire. Donc, pour les acteurs rencontrés, donc je le disais, c'était susciter aussi de l'interconnaissance entre les acteurs et leurs actions et aussi articuler les différents dispositifs in fine pour avoir une meilleure réponse face aux ménages en situation de précarité. Et plus largement, voilà, c'est de se dire qu'il y a une belle coopération qui s'est créée entre deux collectivités de nature très différente, donc une plutôt urbaine et l'autre plutôt rurale. Et au-delà de tout ça, c'est de faire vraiment émerger des dynamiques locales. Voilà pour ce mode. Alors, petit dernier élément, la suite qui a été envisagée et du coup, peut-être où on en est aujourd'hui. Alors, donc l'idée, ça a été à la suite de tout cela. Donc, on a achevé ce travail-là en avril avec une séance de clôture avec une trentaine de personnes en plus de l'équipe. Et donc, l'idée, c'était très clairement en avril 2019 de se dire comment on peut faire pour continuer ce qu'on a démarré, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a vraiment, c'est pertinent, à plein d'endroits, c'est vraiment pertinent. Et du coup, nous sommes partis sur l'idée d'étendre le SLIM de Besançon à Grand Besançon Métropole et à la communauté de communes du Doubs-Beaumois, avec cette double approche à la fois technique et sociale, avec l'idée de continuer à travailler cette dynamique partenariale transversale, donc avec vraiment une animation, comme le disait la personne de Nantes, d'une animation du réseau d'acteurs, qui est essentielle, et puis la mobilisation de ce réseau de donneurs d'alerte, qui était déjà en partie mobilisé, et la diversification d'outils institutionnels, d'outils de communication pour aller garder des outils institutionnels, mais aller aussi vers des outils plus décalés. Et donc, ça, on l'a mis en place. On a donc étendu le SLIM depuis le début de cette année 2020 à nos deux territoires sur le volet rural pour nous et sur donc la CCDB. Et puis, donc, il a fallu recruter du monde, créer une coordination, puisque du coup, maintenant, il y a un SLIM avec Amandine va nous en parler tout plus tard, avec donc son travail elle, de coordination, mais toujours le travail au domicile qu'elle conduit, avec deux personnes également. Donc, les recrutements ont mis un peu de temps, des gens qui sont arrivés, qui sont repartis, et puis d'autres qui sont de nouveau arrivés. Donc, ça, voilà, le temps des recrutements, le temps de la formalisation de partenariats également, pour arriver à monter tout cela, les confinements, et nous en sommes là finalement en train de relancer seulement, mais voilà, ça a le mérite quand même de pouvoir voir le jour, de relancer au-delà du SLIM et de son travail en proximité, tout le réseau d'animation, toute l'animation du réseau d'acteurs en fait sur le territoire. Deux sujets qui demandent d'être en fait creusés encore, et je m'arrêterai là. On se rend bien compte qu'il y a vraiment un travail à faire d'accompagnement spécifique des locataires, et qui inclut donc un travail de mobilisation des propriétaires bailleurs. Donc là, c'est au-delà même du travail de repérage, mais ça nous semble vraiment un travail à approfondir si on veut aller plus loin sur l'accompagnement des ménages. Et également, notamment en particulier en milieu rural, la question de la mobilité qui est vraiment apparue tout de suite comme un facteur aggravant, qu'on a laissé de côté parce qu'on s'est dit que comme on voulait travailler cette question du repérage, on allait y passer trop d'énergie et que finalement, c'est déjà un travail en soi, cette question de la mobilité, c'est un sujet à creuser. Voilà, donc je m'arrêterai là et merci de votre attention. Eh bien, merci Anne-Cécile et Fleur, c'était très riche. Peut-être juste un complément de la part d'Amandine Pourra sur l'extension du SLIM et comment vous voyez la suite sur le SLIM avec l'intégration de ces nouveaux éléments de communication, mais très rapidement parce qu'on a pris un petit peu de retard. Donc, juste en complément, je vous laisse prendre la parole, Amandine.
Oui, bonjour à toutes et tous. Je vais essayer d'être rapide, effectivement. Donc, en introduction, je voulais juste vous dire que la ville de Besançon porte ce SLIM depuis fin 2016. Donc, comme l'a dit Anne-Cécile Fleur, on l'a étendu effectivement depuis 2020 avec malheureusement tous ces confinements et ça a rendu la tâche un peu compliquée. Je ne vais pas revenir sur les 3 étapes, Fleur, dans la diapo suivante. On a effectivement, du coup, les 3 points pour un SLIM. Donc, c'est le repérage, les visites à domicile et l'orientation. On va vraiment échanger un peu plus sur le repérage et pour compléter ce qui a été présenté par mes collègues. Donc, le repérage, nous, sur la ville de Besançon, effectivement, on a plus de 100 donneurs d'alerte identifiés actuellement. Comme vous le voyez, et comme ce qui a été présenté par Aurélien Breuil, effectivement, c'est la force des travailleurs sociaux et on travaille beaucoup avec les travailleurs sociaux des CCAS, de la CAF, du département, bien sûr, de la MSA. On travaille également avec les sites de distribution d'aide alimentaire. Il y en a environ 19 sur la ville de Besançon et environ 40 sur notre nouveau territoire d'action, donc Grand Besançon Métropole. Et comme vous le voyez, on a également des stands d'information et d'animation sur le SLIM. Donc, c'est un point et un axe sur 2021 que l'on va travailler pour pouvoir effectivement sensibiliser un maximum de personnes et pouvoir démultiplier notre repérage de personnes en situation de précarité énergétique. Pour vous donner quelques chiffres du SLIM, on a un bilan chiffré donc, pour l'année 2017, 2018, 2019. Fleur, si tu veux passer. Oui, j'arrive pas, voilà. Merci. Donc, par rapport à ces visites, vous voyez, on a à peu près, on va dire, une moyenne de 130 visites réalisées, en sachant qu'une visite à domicile prend à peu près une journée à une journée et demie de travail, avec les temps de déplacement, les échanges avec les familles. Donc, on est vraiment là sur une évaluation plutôt quantitative, mais la qualité de la visite derrière est primordiale et importante, bien sûr, pour nous, pour les ménages. On analyse les factures avec elles, on répond à leurs questions. On fait toute une analyse, donc ce que Aurélien Breuil a expliqué tout à l'heure, le diagnostic socio-technique avec l'analyse des équipements, voilà, de toutes les habitudes de consommation, de vie. Hein. L'idée, c'est pas d'être exemplaire dans tout, mais de pouvoir se dégager du budget sur ce volet énergie et eau également, puisqu'on fait beaucoup d'accompagnement sur la maîtrise de l'eau. Donc, vous voyez, en moyenne, c'est 150 € d'économie. Par contre, pour illustrer, chez une famille rencontrée il y a 2 mois, c'était 250 € d'économie potentielle par an. Et pour une autre famille, ça sera 20 € parce qu'effectivement, elle a déjà les bons gestes. Et voilà, avec une extension du dispositif, comme vous le voyez, on est passé de la ville à 126 communes maintenant et 200 000 habitants. Donc, il y a tout ce travail de communication à reprendre, à refaire et tout le travail qui a été présenté par Anne-Cécile Fleur d'animation et de mise en réseau voilà, à étendre sur l'ensemble du territoire. Donc, ce n'est pas une petite mâche à faire. Voilà. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un du conseil départemental de Lyon qui voudrait réagir ou faire part de son témoignage. Je vous laisse la parole. Voilà, j'active le son. Bonjour, je me permets de rebondir en fait sur la dernière diapo que vous avez diffusée avant l'intervention sur le SLIM. Voilà, donc je suis assistante sociale au conseil départemental de Lyon à Auxerre. On accompagne
plus souvent des locataires au niveau urbain et des propriétaires au niveau rural. Donc, on a pu faire des informations collectives sur les éco-gestes, apprendre aux personnes à lire leurs factures pour aussi leur montrer qu'ils sont acteurs et pas forcément recevoir et payer. Ils ont aussi des choses à faire. Là où on se retrouve en grande difficulté, et je me dis, voilà, faire appel au réseau, peut-être qu'il y aurait des pistes, ce serait pour les bailleurs sociaux. Lorsque les personnes, même si elles font des éco-gestes, même si elles voient un impact sur leur facture, malheureusement, quand on est locataire d'un logement mal isolé qui est énergivore, le coût énergétique sur le budget des familles pèse lourdement. Et là, on se retrouve un petit peu démunis parce que les personnes agissent, elles, et on voit les effets positifs. Mais pour le reste, voilà, on est un petit peu démunis. Et il y a quand même une part de responsabilité majeure des bailleurs. Alors, pas tous, mais certains ont un parc locatif très vétuste, très énergivore. Et voilà, on se retrouve assez démunis. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des idées. Alors, est-ce qu'il y a un retour d'expérience? Peut-être d'autres. Ouais. Nous, on n'a pas de retour d'expérience spécifiquement là-dessus. Je pense que ça, c'est une action qu'on peut conduire aussi, je pense à notre plan climat et au travail qui peut être fait de mobilisation des bailleurs sociaux sur les questions de rénovation énergétique performante. Mais ça, c'est à faire en lien avec la compétence habitat, effectivement, notre collectivité, je pense. Mais dans la question qu'on posait nous, et qui est un peu différente de la vôtre, c'était celle des bailleurs, des propriétaires bailleurs, que ce soit des bailleurs sociaux ou que ce soit des bailleurs privés. Et l'idée, c'était de faire ce travail de mobilisation. Mais je partage avec vous le fait qu'il y a vraiment un gros travail qui doit être fait parce que les locataires, finalement, ont peu de marge de manœuvre là-dessus. Je sais que chez nous, on a donc une nouvelle majorité qui vient d'arriver et je sais qu'il y a des questions qui se posent en ce moment autour des questions de permis de louer. Voilà. Mais je ne saurais pas en dire plus. Je vois juste qu'il y a un axe à travailler aussi en termes de politique publique habitat et à travailler de façon concertée entre le volet plan climat et le volet habitat. Je peux réagir? Oui, je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, alors les locataires, c'est un peu les parents pauvres aujourd'hui des actions de lutte contre la précarité énergétique, notamment ceux du parc privé. C'est vrai qu'on considère souvent que dans le parc social, voilà, quand un bailleur a décidé, il décide, mais a décidé de rénover, voilà, il rénove des résidences qui font 50, 100, 200, 1000 logements. J'ai un retour d'expérience d'un SLIM du Morbihan. Eux, ils ont réussi justement dans l'activation de ce réseau de donneurs d'alerte à avoir des bailleurs sociaux dans ce réseau. Au départ, c'était des bailleurs qui étaient l'idée, c'était qu'ils soient dans le partenariat en tant qu'acteur relais, c'est-à-dire une fois qu'on a fait la visite au domicile du ménage, on fait remonter la situation auprès du bailleur. Et ça, pour moi, pour faire le lien avec le SLIM, c'est une des solutions, c'est de rencontrer les bailleurs sociaux, c'est de nouer des partenariats, les convaincre de l'utilité de ce type de visite, parce que, en l'occurrence, le bailleur social du Morbihan, ils ont trouvé une vraie utilité au retour qui était fait via les rapports de visite, puisque ça leur permettait d'apporter des éléments à ce qu'ils appellent le plan stratégique de patrimoine, qui est en gros toute la programmation de travaux qu'ils font dans les 10-15 années à venir. Et du coup, c'était une personne référente au sein du bailleur qui était en lien avec le SLIM et qui du coup récoltait tous ces éléments et les transmettait au service technique du bailleur. Et en plus de cet aspect technique, la plus-value pour les bailleurs sociaux, c'est que ça médiatise pas mal. C'est-à-dire quand il y a des impayés de loyer ou quand il y a, pour X raison, des relations bailleurs-locataires qui ne sont pas super harmonieuses, le fait d'avoir un tiers qui vient au domicile, qui fait remonter la situation au bailleur et tout le monde est au courant et que ça vient médiatiser un peu entre le bailleur et le locataire ces questions-là. Et pour le coup, ça avait vraiment une fonction d'harmonisation des liens entre les bailleurs et les locataires. Voilà, et puis pour tout ce qui est locataire du parc privé, là, ça va être d'adosser au SLIM une action de médiation. Bailleurs locataires, pour le coup, le même territoire du Morbihan travaille avec la DIL
qui animent le SLIM et du coup qui peuvent déclencher des processus de médiation bailleur-locataire pour inciter le bailleur à faire des travaux. Parce que voilà, le SLIM, son objectif, c'est quand même le repérage, le diagnostic et l'orientation. Par contre, il est possible de lui adosser des actions, des solutions. Donc, typiquement, médiation bailleur-locataire, ça peut être des fonds sociaux d'aide aux travaux, on va en reparler juste après. Enfin, voilà, il y a plusieurs d'auto-réhabilitation accompagnée avec un bricobus qui va faire des travaux chez les ménages. Enfin, voilà, c'est arriver à développer les niveaux de réponse derrière, développer les partenariats, puisqu'il y a le partenariat avec les donneurs d'alerte, mais aussi après le diagnostic et l'orientation. Merci. Je vois qu'il y a Monsieur Gagné de la DIL 89 qui a réagi. Peut-être, Monsieur Gagné, si vous voulez prendre la parole. Oui, non, je faisais juste une petite remarque sur le fait, voilà, effectivement, vous preniez... On vous entend faiblement. Je ne sais pas si vous avez moyen de vous rapprocher du micro éventuellement. Oui, attendez. Là, c'est bon, là, vous m'entendez mieux? Là, vous m'entendez mieux, là? Oui. Alors. Là, c'est mieux? Oui, allez-y. Oui, d'accord, pardon. Oui, non, je faisais juste une petite remarque parce que pour bien connaître dans le réseau des ADIL toutes les procédures sur le permis de louer, et c'est vrai que c'est un outil extrêmement intéressant, mais réglementairement, il ne peut pas s'appliquer au parc social. C'était juste cette petite remarque que je voulais faire, c'est-à-dire qu'une collectivité ne pourrait pas décider de mettre en place un permis de louer pour effectivement avoir une vision de l'état du parc de logements sociaux, parce que le texte en fait ne les prend pas en compte là-dedans. C'est évidemment un des outils intéressants pour une collectivité pour pouvoir repérer des logements dits indignes, et dedans évidemment il y a des soucis de précarité énergétique, mais ça ne va concerner qu'effectivement que le parc privé. Merci pour ces précisions. Madame Michaud de Nantes, vous aviez fait aussi également une proposition, enfin une piste de réflexion. Peut-être que vous voulez nous l'exprimer oralement? En fait, effectivement, nous, à l'Equapart, on a aujourd'hui beaucoup de mal à travailler avec les bailleurs sociaux. Donc on ne vous entend pas très bien également. Je ne sais pas si vous avez moyen d'améliorer les choses. Est-ce que ça va mieux si je me rapproche un petit peu? Oui. Ça va? Ouais. Oui. Je disais qu'effectivement, sur Nantes, c'est aussi très compliqué de travailler avec les bailleurs sociaux, qu'il faut effectivement embarquer dans ce processus. Alors, il y a beaucoup de rénovation énergétique. Je sais qu'ils font déjà beaucoup de choses. Mais parfois, effectivement, dans le cas du SLIM, on peut identifier quelques petites problématiques qui peuvent être communes à plusieurs locataires. Et parfois, il pourrait être fait des petites choses qui permettraient d'améliorer le confort des habitants. Et c'est vrai qu'il mériterait effectivement qu'il y ait un accompagnement plus spécifique qui puisse être travaillé avec les bailleurs sociaux. Mais c'est une vraie difficulté, d'autant que les habitants n'ont souvent pas le choix du logement qu'on leur attribue. Et du coup, bien souvent, ce sont des logements qui ne sont pas très bien isolés. D'où l'idée de mettre les bailleurs sociaux effectivement dans le cercle des donneurs d'alerte, comme le suggérait Aurélien tout à l'heure. Très bien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les faire remonter. On a vu qu'il y avait donc beaucoup de partenaires là dans ce projet de design sur le Grand Besançon, des entreprises de bricolage, les distributeurs d'énergie. On a Madame Castillon qui est parmi nous, qui est la directrice du club d'entreprises locales du FAS, de la Fondation Agir contre l'exclusion. Madame Castillon, je ne sais pas si vous voulez intervenir pour préciser un petit peu le rôle que vous pouvez jouer dans ce dispositif. Oui, bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Nathalie Castillon. Je dirige la structure locale de la Fondation Agir contre l'exclusion, qui est un club d'entreprises sur le Grand Besançon, qui regroupe une 60aine d'entreprises de toute taille, de tout secteur. Et effectivement,
nous avons été partie prenante dans la mise en place du SLIM sur 2020, notamment sur 3 niveaux principalement. Premier niveau, c'est que de façon très opérationnelle, nous sommes les employeurs des deux chargés de visite et chargés d'animation qu'Amandine encadre, Amandine Pourra encadre de façon opérationnelle pour la programmation des visites et des opérations d'animation. Ça, c'est la première chose, et c'est un peu un rôle naturel pour notre club d'entreprise, parce que nous intervenons très régulièrement dans des opérations de médiation énergétique. Nous l'avons fait notamment pour Civigaz, et puis pour un bailleur social sur le département du Doubs dans le premier semestre 2020. C'est une année un peu chaotique pour tout le monde, puisque de nombreuses opérations ont été touchées par le confinement, mais là nous avons bon espoir de reprendre de façon très assidue sur les premiers mois de 2021. Donc, le premier niveau d'intervention, c'est celui du portage salarial des chargés de visite et chargés d'opération. Le deuxième niveau d'intervention, c'est le cofinancement de l'opération, puisque deux entreprises membres du Club FAS, que sont GRDF et Engie, par l'intermédiaire d'une de ses filiales locales, interviennent de façon pécuniaire pour financer ces opérations de chargés de visite et de chargés d'animation, et s'engagent pour une durée de 5 ans, ce qui n'est pas une moindre chose quand on sait les difficultés que les entreprises peuvent avoir de programmer des choses sur un horizon aussi long. Et puis le troisième niveau d'intervention, il ressort davantage un niveau d'animation de relais, puisque nous évoquons très régulièrement avec nos entreprises membres les opérations de lutte contre la précarité énergétique, et nous avons quelques-unes de ces structures qui se sont engagées, soit dans les phases qu'ont présenté Anne-Cécile et Fleur de design d'opération, notamment l'entreprise La Poste, mais aussi Engie, qui ont participé aux réflexions de design d'opération. Et puis plus récemment, un de nos partenaires qui a accepté de distribuer des flyers au sein de son enseigne, qui est une enseigne de bricolage sur le territoire de Besançon. Voilà un petit peu le cadre d'intervention très concret sur lequel nous avons proposé notre participation à la ville de Besançon, à Grand Besançon Métropole, et puis à la communauté de communes du Doubs-Beaumois. Très bien, donc c'est à la fois effectivement financier, mais aussi vous mettez la main à la pâte parfois. Très bien, merci pour ces compléments d'information.